est Cody, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires. Moi, je suis souvent amené à représenter la Belgique, enfin, je représente les couleurs du drapeau. Je représente une des couleurs du drapeau. Hé, papa, ta situation cardiaque est gâtée. Si tu continues comme ça, tu vas crever. I'm a movie star, je suis une movie star, tu comprends ça? Le public t'écoute, il rigole, haha, j'entends. Bonsoir, Johnny. Ah, comment bon viens-t'en du rock? Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Je ne sais jamais quel rôle jouer. Oui. Parce que je suis né dans la rue. Oui, ça va, on a compris, voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité particulier. C'est un artiste, un humoriste. Il est belge, d'origine congolaise. Cody, merci d'avoir accepté cette interview. Merci de m'avoir invité. Alors, on te suit à la radio, à la télévision. Eh bien, j'aimerais un peu apprendre à te découvrir et aussi permettre aux gens qui nous regardent de savoir qui es-tu, d'où viens-tu. Écoute, moi, je m'appelle Cody, tu l'as dit. Je suis belge d'origine congolaise. Je suis né zaïrois. Ensuite, je suis devenu congolais parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Oui. Et puis, je suis devenu belge parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Ok. J'imagine que dans 20 ans, au train où ça va, je serai marocain. Je plaisante, je serai polonais, évidemment. De toute façon, on s'en fout, peu importe ce que je sois. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pratiquer un humour un petit peu avec de l'autodérision, un petit peu piquant aussi. Ça fait maintenant 9 ans, presque 10 ans que je fais ce métier. D'accord. J'ai commencé par faire des études classiques. J'ai fait des études de Sciences Po, et puis j'ai fait une passerelle dans une école de commerce. J'ai terminé, j'ai commencé à travailler dans le marketing, j'ai été commercial. J'ai travaillé aussi un petit peu dans l'immobilier parce que j'avais envie de trouver un moyen, si tu veux, d'échapper. Donc quoi, comme dans l'immobilier? Oui, je travaillais pour des marchands de biens. Tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Mais en fait, je cherchais quelque chose qui me permette de consacrer un petit peu de temps entre les visites, etc., à l'écriture. Et donc voilà, ça me permettait un petit peu d'organiser mon propre temps. Ok, et donc tu as grandi à Bruxelles? Je suis né à Schaerbeek. Et puis après, on a bougé un petit peu aux Pays-Bas parce que mon père était diplomate. Et puis j'ai fait mes études, on a gardé à Rode-Saint-Genèse et à Waterloo. Ok. J'étais au collège Cardinal Mercier. Ok, ouais, je vois bien. Et en fait, c'est là que finalement j'ai eu ce petit déclic, cette envie de faire mon métier. Ok. Parce que j'étais très timide quand j'étais petit. D'une timidité maladive. C'est vrai? Mais on dirait pas quand on te voit aujourd'hui. Aujourd'hui, mais il y a des membres de ma famille, quand ils me voient sur scène, ils se disent c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas lui. Il est où le vrai? C'est pas possible. Et donc, j'étais d'une timidité maladive et j'avais une option qui s'appelait art d'expression, au collège Cardinal Mercier. On faisait 2 heures d'audiovisuel, on apprenait à décrypter le cinéma, les pubs, etc. Et 2 heures d'expression corporelle. Donc, prise de contact avec la scène, le théâtre. Et ça a révélé en moi des choses. Ça m'a permis d'être moins timide. Je me rappelle encore c'est un choix que tu as fait toi ou qu'on t'a imposé? C'est un choix que j'ai fait moi. En fait, si tu veux, je pouvais choisir. En fait, comme mon père était diplomate, j'avais l'opportunité de ne pas être obligé de faire du néerlandais. Ok, un privilège. Et à la place, donc, j'avais anglais, j'avais éco, économie, et j'ai pu choisir un truc. Mais c'est étonnant, vu que tu étais timide, maladif, d'avoir pris tu savais que ça allait t'obliger à te mettre dans une situation d'inconfort. Ben oui, mais il y avait ça ou latin. D'accord, c'était plutôt en dépit de... C'était à la fois en dépit, et puis c'était par curiosité aussi, parce que les timides, ils sont toujours un peu fascinés par les gens qui sont plus exubérants, quoi. Okay. Et donc j'ai pris ça, et là, ça a tout changé. Je me rappelle d'un bulletin en deuxième secondaire, où mon titulaire écrit « Cody semble enfin sortir de sa coquille ». D'accord. Ça, c'était après une année de art d'expression. Et là, tu avais quoi, 16 ans donc? J'avais, on a quel âge en secondaire? En troisième secondaire. Ouais, on a 15 ans, je pense. Ouais, par là, j'avais ça. Alors. T'avais 15 ans, ok, d'accord. Ouais, j'avais cet âge-là, et non seulement ça permet d'être plus à l'aise en classe, ça permet d'un peu plus se faire des copains. J'étais plus à l'aise avec les filles aussi. D'accord, ok. T'as pas perdu le nord. Attends. Et donc tout ça fait
je me sentais de mieux en mieux. Et j'ai fait ça jusqu'en réto. Ok. Et puis je me suis dit, mais ça me plaît vraiment. Ok. Tu vois, ça me plaît vraiment ce truc. À la fin de la réto, on avait une petite pièce de théâtre qu'on devait présenter. Je m'étais vraiment amusé. Et je sentais que les copains étaient de plus en plus convaincus que c'était peut-être une voie que je pourrais suivre. D'accord. Je me rappelle très bien d'une retraite dans laquelle il fallait qu'on décrive un petit peu le métier de chacun sur un petit papier. Et moi, la plupart des gens avaient dit soit homme politique, C'est vrai? soit acteur. Énorme. Ouais. Ok. Donc on sentait déjà qu'il y avait la fibre. D'accord. J'aimais bien faire des vannes aussi en classe. Hein. C'est venu en 5e, 6e. J'aimais bien imiter les profs. J'imitais Belmondo à l'école déjà. D'ailleurs, j'ai vu une imitation qui est très bonne. Ah, mais merci. Bonsoir Jean-Paul Belmondo. Excusez-moi pour ce petit retard, j'ai dû sauter d'un hélicoptère en plein vol. Vous savez ce que c'est, les escales, hein? Ah bah oui, je le sais. Salut Bon. mon petit père. Salut. Et je lui ai montré à lui, à Belmondo. Hein. C'est vrai? J'ai mangé D'accord. avec lui. Je lui ai montré. Il a dit c'est la meilleure imitation qu'on ait faite de moi. Excellent. Ouais, en fait, ça commence là. Ça commence à l'école. Tu imites un petit peu ton entourage, les parents, les oncles. Et petit à petit, tout le monde t'encourage un petit peu à aller sur cette voie-là. Quoi. Et donc, malgré les encouragements, tu t'es quand même orienté vers des études. études plus classiques. J'avais les parents qui mettaient une légère pression. C'est pas une pression malsaine. Ouais. C'est une pression du style, voilà, on est des parents africains et que dans leur culture de cette génération-là, c'était peut-être moins acceptable un enfant qui va vers un secteur artistique, tu vois. Oui. C'était, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu vas aller Tu faire veux faire le clown? Le clown et le saltimbanque, qu'est-ce que c'est que ça? Mais puis, peut-être en les convainquant petit à petit, et puis avec le temps qui évolue, on voit un petit peu d'autres modèles, mais ils ont peut-être été un peu plus souples. Ceci dit, moi, je voulais aussi rendre un peu mes parents fiers, parce que, tu sais, ils se sont battus, ils ont travaillé beaucoup, hein, leur vie à eux non plus n'a pas été toute simple pour arriver à leur réussite, je parle de mon père en tout cas. Et voilà, je peux comprendre qu'il ait envie de minimiser les risques pour ses enfants. C'était de la bienveillance. C'est de la bienveillance. Et donc voilà, je me suis dit par respect. Et puis aussi, parce qu'on ne sait jamais ce que ce métier, dans Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement, donc je me suis dit, fais des études classiques, et puis après, essaye d'aller vers ton rêve, quoi. Donc tu fais donc ces études, travaillant comme marchand de biens, c'est amusant parce que bon, les gens le savent, mais moi aussi je suis dans l'immobilier. Et donc à un moment donné, tu te dis ok, je vais switcher et m'investir complètement dans. Donc j'imagine que c'est pas un passage qui a été évident à faire. Ah non, c'est pas évident, parce que personne ne t'encourage. C'est vrai? Tout le monde se dit, il veut faire humoriste, comédien, acteur, peu importe, il veut faire ça, mais attendez, il connaît personne dans ce secteur-là. C'est difficile, il y a, comme tu dis, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, j'ai même des potes qui m'ont dit, écoute, viens bosser avec nous. Tu bosses pendant 5 ans, comme ça tu mets un peu de côté, et puis après tu te lances. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas comme ça, vous ne comprenez pas. Moi, c'est ce que je veux faire vraiment. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire à moitié. Tu sais, on dit toujours à Los Angeles que tu as la moitié de la population qui sont des acteurs. Oui. Et c'est des acteurs qui sont à la fois chauffeurs de taxi, banquiers, qui travaillent dans des bars. Ils rêvent tous d'être acteurs, mais ils ne se sont pas donnés à 100% là-dessus. Oui. C'est pas facile, je l'accorde. Mais moi, je voulais me donner toutes les chances. Et donc, je ne voulais pas faire un métier à moitié, puis comme divertissement, aller tenter de faire acteur. Je voulais vraiment le faire. D'accord. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais j'ai eu d'abord de la chance aussi, des belles rencontres. J'ai créé des opportunités de rencontre aussi. Tu sais, si tu veux que les gens sachent ce que tu as envie de faire, il faut le faire savoir. Oui, D'une c'est certaine clair. manière. Et il faut le faire savoir à qui? À ceux qui sont dans ton secteur d'activité. Ouais. Donc j'ai cherché à faire des rencontres, etc. Sans aller lécher des bottes, mais vraiment juste partager
des envies, des envies communes, peut-être des collaborations. Mon premier sketch, je l'ai écrit avec un pote qui était avec moi à l'école de commerce, à l'EFEC. Et puis on l'a écrit ensemble. Et j'ai eu la chance de faire la première partie d'un spectacle qui s'appelait I Rave a Dream. C'était pas moi. La conférence s'appelle Vivez vos rêves, c'est pour ça que je rigole. Tu vois qu'il y a plein de points. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. D'accord. Et donc, j'ai fait cette première partie où on avait écrit 15 minutes et ça a plu au public, quoi. Mais je n'avais jamais fait ça de manière, entre guillemets, professionnelle. Ouais. Les gens avaient payé Oui. et ça leur a plu. Et donc, au bout de ces quelques représentations en première partie de ce spectacle, je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille plus loin. Ok. Et plus écrire juste 15 minutes, mais 20 minutes, une demi-heure, bientôt 1 heure. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré un producteur qui venait de se lancer aussi dans ce secteur. Et ensemble, on a essayé de lancer un espèce de mouvement comme ça, collectif, puisque d'autres ont rejoint l'écurie. Je pense à Alex Vizorek, je pense à Walter, James Dino était autour, Pablo Andrés. Et donc on est arrivé à un moment où il y avait toute une génération d'humoristes en Belgique qui avaient déjà cartonné, qui étaient bien confortables dans leur carrière. Et il y avait un vide générationnel, quoi. Oui, ok. Et nous, on est arrivés en groupe, avec une force et une dynamique de groupe, une fraîcheur. Et voilà, on a... Et tu penses que le fait de vous être alliés, je dirais, pour percer, vous a été profitable? Clairement. Ok, d'accord. Clairement. Et ça, c'est un message que je dis toujours, c'est que on peut faire beaucoup de choses si on est ensemble, quoi. Si on arrive à trouver des alliés, on peut avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avoir un impact beaucoup plus percutant, quoi. Et là, il y avait la force du groupe, la dynamique du groupe. Et donc, il n'y avait pas juste, je vais être très cru, il n'y avait pas juste un jeune black qui essaye de percer. Oui. Il y avait un jeune black avec un petit Huclois, avec un mec de Charleroi, avec un mec ancien rappeur de Waterloo, tu vois. Et ça faisait un truc dans lequel un public pouvait un petit peu se reconnaître, un public assez vaste. Je vois ce que tu veux dire, ça permettait d'avoir toucher à un public plus large et d'avoir un petit peu, chacun pouvait se retrouver dans le... Exactement. D'accord. Exactement. Donc tu fais ta première présentation en première partie d'un spectacle et là tu décides quoi, d'arrêter de bosser, de te lancer là à 100%, comment ça s'est passé? En fait, donc je continue un petit peu à bosser et petit à petit, je me dis je vais essayer d'avoir un statut d'artiste. Ah oui, le statut légal. Ouais. Donc il fallait multiplier un peu les occasions de jeu. Donc j'étais produit par une boîte de prod qui s'appelle Kings of Comedy. Oui. Et à côté de ça, je faisais partie d'une troupe qui s'appelle l'Agence Tout Rire, dans laquelle on faisait tous les mois des sketchs dans un théâtre, des sketchs en solo, à 2 ou à 4, donc en groupe. Et tous les mois, on créait un nouveau spectacle d'1 heure dans lequel il y avait des sketchs en solo, des sketchs en groupe, etc. Et à côté de ça, je faisais un petit peu les festivals d'humour en Belgique et en France. D'accord. Et tout ça faisait que j'ai pu avoir justement ce statut d'artiste, parce qu'il suffisait d'avoir un contrat par an, etc. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais lâcher mon boulot, me retrouver quelque part au chômage, mais en me consacrant à 100% à... Et ça t'a fait peur, ça? Ah bah oui, ça fait super peur. C'est-à-dire que tu passes d'une activité dans laquelle tu peux travailler beaucoup, mais tu peux gagner quand même un peu confortablement ta vie, à une activité où tu ne sais pas ce que tu vas gagner, mais peut-être que tu vas être plus heureux, tu vois. Je me suis dit, en fait, comment être plus heureux en gagnant beaucoup moins d'argent? Mais c'est une question qui est vraiment intéressante parce que beaucoup de personnes sont finalement dans un cas, je dirais, similaire, où elles ont une activité, elles visent sécurité, ne sont pas forcément épanouies et ont un peu du mal à se lancer. La question, là, un peu, c'est de dire, toi, à un moment donné, qu'est-ce qui a enclenché ce truc de se dire, OK, je suis bien là, j'ai, comme tu dis, quelque chose de confortable qui peut me permettre potentiellement de vivre aisément et je vais aller vers cet inconnu, je vais aller vers
voilà, cette prise de risque. C'était quoi l'essence, le déclencheur là-dedans? Il y a eu je faisais souvent les discours de mes potes qui se mariaient, les discours de mariage. D'accord. On a dit Cody, viens ici, c'est énorme ça. Non, mais c'était pas pour. Je veux dire, ils me payaient pas pour Oui, ça. ouais, d'accord, mais il se disait, il est tellement bon que je vais le laisser faire. Voilà, est-ce que tu peux faire le discours? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés et j'ai été témoin 3 ou 4 fois ou 5 fois. Et en fait, c'était des sketchs. D'accord. Je me suis rendu compte que dans l'écriture, il y avait de l'humour, etc. Et le dernier mariage comme ça, c'était le mariage d'un ami qui s'est marié au Mexique. Ok. On est à Cancun. Je fais un discours qui est un sketch, quoi, qui est un véritable sketch. Les gens se marrent. Il y a des gens qui parlent espagnol, il y a des Américains là, mais Ouais. on leur traduit un peu, ils comprennent. Et donc je me dis, mais c'est fort quand même de pouvoir toucher les gens avec de l'humour comme ça. Et là, après le discours, il y a les oncles, les tantes qui arrivaient qui me disent, que je connais très bien de la famille, qui me disent, arrête maintenant, arrête tes conneries. Quand on rentre en Belgique, tu te lances. D'accord. Il faut que tu te lances dans ce métier, c'est pas possible, quoi. Donc et c'est là que tu as senti, tu t'es dit, Et je me ok. dis, ok, d'accord. Il a fallu que, comment dire, que tu aies un peu le soutien d'autres personnes Ouais. qui confirment que tu avais ce talent pour avoir ce, ok, j'y vais, je Et me lance. on était un peu avant, mais j'avais 29 ans. Ok. Et donc il fallait que je fasse un switch, quoi. Ok. Tu t'es À dit 30 quoi? ans. Oui, 30 ans, Voilà. palier. Ouais, 40 faut faire- ans, c'était l'enfant, hein, c'est ça? C'est bon, checklist, c'est bon. Tous les 10 ans, je fais un truc, quoi. D'accord. Et ça, c'était le switch. Je suis rentré. Et en fait, si tu veux, la vraie chronologie, c'est que je me suis dit comment faire pour démarrer ce métier alors que je ne connais personne. D'accord. Et j'ai pensé à... Et c'est juste une question, mais parce que ça fait 2 fois que tu le dis, c'est dans ce métier particulièrement, c'est important de connaître du monde pour pouvoir avancer? Aujourd'hui, c'est différent parce que tu peux faire des vidéos de ta chambre et être connu dans le monde. Mais ce n'était pas aussi développé. À l'époque où toi, tu as commencé? Ouais. Il y en a quelques-uns qui commençaient, etc. Mais c'était pas... Maintenant, parfois, tu vois, même sur Instagram, tu peux avoir 300 000. Enfin, il y a des gens Oui. qui ont, en 6 mois, qui atteignent une communauté de dingue. Ça va beaucoup plus vite Qu'avant. qu'avant. Les outils sont pas les mêmes. Les outils ne sont pas les mêmes. Moi, j'avais fait une capsule à l'époque, tu vois, quand je suis rentré de ce voyage au Mexique. Un petit programme court, une petite vidéo dans laquelle je racontais des contes et des légendes du monde entier de manière très drôle. Ok. Enfin, très drôle, avec de l'humour. Ok. Et ça devait durer 3 minutes, un peu comme, tu te souviens, un gars, une fille et tout ça. Ouais, je me rappelle bien Voilà. avec Jean Dujardin Et Alexandra Lamy. Ouais, voilà. Et je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être un truc à faire. C'est un peu l'ère des programmes courts. Ok. Donc j'ai appelé 3 potes qui avaient des caméras, on a filmé, il y a un pote qui a fait un petit montage. C'était sympa, mais c'était fait avec des bêtes caméras. On est allé voir Via, parce que j'ai toujours eu plein de contacts et tout ça. On est tombé sur un ancien directeur de télé Ouais. qui m'a donné des conseils. C'était le père d'un ami. Et il m'a dit, c'est bien ton programme là, sauf que aujourd'hui en télé, il faut avoir un truc prêt à être diffusé. Là, tu D'accord. me viens avec des caméras, des vieux caméscopes avec lesquels on filme les vacances, tu sais. Ça va pas. Oui. Moi, il me faut un truc prêt à diffuser. Je me suis dit, ok, je vais chercher s'il n'y a pas des gens Qui peuvent t'aider. qui peuvent m'aider. Donc j'ai essayé de trouver des producteurs, puisque j'avais créé une bible maintenant de mon programme court avec un extrait, j'avais mes petites vidéos, un petit montage. Et j'ai fait le tour un peu des boîtes de prod en disant, est-ce que ça vous intéresse? D'accord. Et là, j'ai commencé à connaître un peu des gens dans ce milieu. Et je suis tombé sur mon producteur, celui qui allait devenir mon producteur, Et qui est toujours ton producteur? qui n'est plus aujourd'hui, mais d'accord. qui a fait Kings of Comedy, justement. Ok. Et il m'a dit, voilà, moi, je trouve ça intéressant. Il me connaissait déjà, on était dans la même... Il était aussi un ancien du collège, Cardinal Mercier. Ok. Donc, encore une fois, le réseau, c'est important. Ouais. Il m'a dit, mais tout le monde dit toujours, tu fais des super discours de mariage, t'es drôle, machin, t'as de l'humour. Pourquoi tu ferais pas du one-man show, il m'a dit. Et ça, j'y avais pas pensé. Moi, je voulais être acteur, ou faire du théâtre. Enfin, j'aimais bien le one-man show. J'étais fan de Gad Elmaleh. Et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et donc, j'ai écrit ces 15 minutes
que j'ai fait en première partie de I Rave a Dream, spectacle que lui produisait, parce que lui aussi se lançait dans cette carrière de producteur. Okay. De producteur, ok. De producteur. Donc c'était vraiment 2 rencontres à un moment crucial, à un changement de nos vies. C'est ça la chance aussi, de tomber à 2 au même moment avec les mêmes envies, les envies d'aller vers le même chemin, et puis de rassembler d'autres, etc. Mais voilà, ça c'était vraiment l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ok. Alors, aujourd'hui, on peut dire que tu as déjà atteint en tout cas un certain niveau de succès, tu passes à la télé, tu commences à avoir une notoriété, je dirais, qui est quand même bien assise, en tout cas en Belgique. Voilà. Donc déjà, félicitations pour ce beau parcours. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'interview, qui est de te demander, sachant qu'on a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui ont certainement aussi peut-être envie de devenir des artistes, alors peut-être en tant qu'humoriste ou dans d'autres arts, pas forcément en tant qu'humoriste, mais toi, maintenant, avec tes années, avec ton expérience, quand tu portes un regard sur ton parcours, quels sont, selon toi, si tu as tes petits frères, tes petites sœurs, quels sont les conseils que tu peux leur donner pour leur permettre d'aller vers leurs objectifs et de vivre leurs rêves? C'est toujours difficile de donner des conseils parce qu'on n'a pas le même bagage, on n'a pas la même expérience, etc. On fait des métiers dans lesquels les rencontres sont importantes. D'accord. Il y a une petite anecdote comme ça, j'ai rencontré une actrice, Bernadette Lafont, qui est décédée maintenant. J'avais fait un concours, un festival d'humour, et j'avais gagné le concours. C'était en Bretagne, en France. Et je la vois et je lui dis, écoutez, j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps pour tourner dans un film avec vous. Et malheureusement, je n'ai pas eu le rôle. Mais il m'avait appelé une première fois, et puis une deuxième fois, et puis je n'ai pas passé le deuxième tour et quelqu'un a eu le rôle. Elle m'a dit, t'inquiète pas, si tu travailles, si tu es bon, ça va venir. Elle me dit, les castings, j'en ai fait 10 000, j'ai toujours été mauvaise. Elle me dit, ce métier, c'est un métier de rencontre. Elle me dit, va à la rencontre des scénaristes, des producteurs, d'autres acteurs, des gens qui ont les mêmes envies que toi. Discuter, échanger, vous allez trouver des projets communs peut-être. C'est ça qui va faire ton métier. Elle dit, j'ai fait une centaine de films dans ma vie, mais j'en ai fait 10 qui ont vraiment marqué ma carrière et qui ont été importants. Et ces 10-là, c'est pas par des castings, c'est par des rencontres. Et donc ça, c'est un truc qui m'est resté dans la tête et c'est vrai. C'est vrai qu'il faut partager, en fait. Je pense que les artistes sont des gens qui aiment raconter des choses, que ce soit à travers la peinture, la sculpture. On a toujours une histoire à raconter. Mais les histoires, on les crée en les écoutant, en partageant notre histoire avec celle des autres. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Je pense que nos vies, ta vie, elle ne t'appartient pas à toi uniquement. Ok. Ta vie, si tu veux, elle m'appartient quelque part aussi parce que en se rencontrant, je te donne un élément qui va faire que tu vas continuer ta vie et que tu auras un atout, une histoire en plus à raconter. Et c'est ça qui fait que tu évolues, c'est qu'on traverse nos vies comme ça avec des bagages que les gens nous donnent. Alors parfois c'est des bagages lourds qu'on n'a pas envie de porter et dont il faut se débarrasser. C'est les gens néfastes. Puis parfois c'est des gens qui, en une phrase, ont permis de t'élever. Et il faut bien dissocier évidemment les poids lourds de ceux qui te de ceux qui t'aident à décoller. Mais on ne traverse pas notre vie tout seul, quoi. Premier point, donc les rencontres. Ouais. Très important donc, de chercher à en créer et à distinguer donc ensuite dans ces rencontres celles qui sont porteuses ou celles qui ne le sont pas. Les rencontres, c'est aussi créer ces opportunités. Hein. D'accord. C'est forcer un peu le destin parfois, forcer la chance. Parce qu'il n'y a personne qui vous attend en disant t'es l'artiste que tout le monde attendait, c'est génial, voilà, bienvenue, voici Monseigneur, un contrat, votre majesté, voici un contrat sur 30 ans. Il n'y a personne personne ne vous attend, personne. Donc allez-y, allez chercher votre bonheur, allez chercher votre rêve, quoi. Mais pour ça, évidemment, il faut bosser, évidemment. Picasso disait que le talent, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc il faut vraiment
exercer son art, il faut d'abord voir peut-être ceux qui nous inspirent. Hein. On est toujours d'abord mu par ceux qui nous inspirent. Après, il faut pouvoir se détacher de cette inspiration pour pouvoir avoir sa singularité. Et donc bosser sans arrêt, trouver sa signature. Et quels étaient les artistes donc, qui, toi, t'ont inspiré? Moi, il y avait plein. Il y avait Gad Elmaleh, que j'aimais bien. Mais avant ça, Eddie Murphy. Eddie Murphy a 16 ans, qui fait un stand-up comedy show incroyable, qui devient la star de l'humour. Et c'est comme ça qu'après, qu'il est arrivé au cinéma, etc., comme beaucoup d'humoristes américains. Et moi, je devais avoir 14-15 ans. Mon père avait ramené une cassette du show de Eddie Murphy d'un voyage aux États-Unis. Fasciné. Je ne parlais pas bien anglais. Et donc, ça m'a permis aussi d'aller rechercher les traductions, d'apprendre un petit peu l'anglais en argot américain et tout. Ça m'a fasciné. Et puis après, évidemment, les Louis de Funès, c'est tous des gens qui t'inspirent. Cette notion de s'inspirer, ça c'est quelque chose que je partage souvent et clairement je suis convaincu. D'ailleurs, tu parlais des 1% d'inspiration et de 99% de sueur. C'est Henry Ford lui dit, le succès, c'est 10% de talent, 10% de chance et 80% de préparation. C'est un peu dans la même idée. Voilà. Mais alors, par contre, donc, dans ce que tu expliques, ce détachement, comment tu as fait ce travail de dire j'ai mes mentors, j'ai les gens qui m'inspirent et je me détache? Parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que je vois chez des écrivains, chez même des gens qui sont dans des choses, je dirais, plus du quotidien, des travailleurs qui vont dupliquer finalement le modèle, mais qui vont avoir du mal à trouver leur propre identité. Ce travail-là, comment est-ce que toi, tu l'as fait? C'est vrai que c'est compliqué, ça met du temps à trouver sa propre vérité et on peut faire un long parcours avant de comprendre qu'en fait que la clé elle était en nous. Quoi. Ouais. Peut-être qu'on se ment pendant longtemps, alors il y en a qui arrivent très rapidement. Moi je suis toujours fasciné par ceux qui démarrent et qui ont une identité, qui a un truc, voilà. Mais souvent on se ment en se disant, on joue à imiter un mec ou une femme qui nous a inspirés. Et c'est du mensonge, quoi. On le sait. D'accord. Normalement, on doit le savoir, si on est honnête. Avec soi-même. Avec soi-même. Et petit à petit, tu dis, voilà, peut-être que je vais faire un truc qui va moins plaire de manière générale, mais au moins c'est moi. C'est mon identité. Et tu vas voir que si ça marche, petit à petit, tu vas retrouver un peu on va dire, ce public que tu pensais perdre en faisant cette duplication de ton modèle, tu vas le retrouver en étant toi-même en fait. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est toi. Et que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Dans le business, évidemment, tout le monde s'inspire de gros modèles. Mais après, tu trouves ton identité et les gens viennent parce que c'est toi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est une réalité. Et c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure quand tu parlais des personnes qui viennent te voir et qui te font des remarques sur la manière dont tu fais tes sketchs. Et cette personne qui te disait que tu faisais plutôt des sketchs pour les blancs et pas pour les noirs, et que tu lui avais donc répondu qu'en fait tu faisais des sketchs non pas pour les blancs ou les noirs, mais tu fais tes sketchs. J'ai fait mes sketchs, j'ai fait les sketchs, et puis voilà. Et puis il m'a un peu interpellé parce que je me suis dit, d'une part, peut-être que je fais un truc et qu'il ne se sent pas concerné. Ouais. C'est ça qu'il est en train de me dire. Il dit, voilà, moi je suis noir, toi t'es noir, mais j'ai l'impression que tu ne m'inclus pas. Et j'ai dit, mais moi je cherche à inclure personne. Je cherche à faire mon truc avec mon bagage, avec mon vécu, avec ce que j'ai à raconter. Et puis petit à petit, il m'a dit quand même que je l'avais convaincu. D'accord. Et donc, mais ça prend du temps évidemment. Et voilà, j'ai convaincu à un moment donné dans mon évolution. Mais tu vois, je n'ai pas cherché à le convaincre. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Il est venu petit à petit, et tant mieux. Et d'inclure le plus de monde possible. Dans ton cas précis, ce fait de s'asseoir et d'avoir ta propre identité, c'est quelque chose que tu as eu tout de suite? Parce que tu disais que tu étais admiratif de ceux qui arrivent à le faire, ou ça a pris du temps? Qu'est-ce qui a permis ça? Ça a pris du temps, c'est juste que... Dans l'écriture, voilà, tu écris, tu cherches à avoir un peu d'inspiration et tu te dis, mais de quoi je vais parler? Alors tu dis, je vais parler de sujets dont tout le monde parle. Ouais. Mais à la manière
je sais pas, de Gad Elmaleh ou la manière d'un humoriste américain, de Zach Galifianakis ou de... Je te cite des noms, peu importe, mais c'est des humoristes. Et en fait, tu dis, mais non, parce qu'eux, ils l'ont déjà fait et ils le font mieux. Ouais. Ça sert à rien de faire du faux Gad Elmaleh ou du sous Gad Elmaleh. Il y en a déjà un, il cartonne. Fais du petit Cody, que personne ne connaît, mais au moins c'est toi. Vaut mieux plaire à son plus petit public à soi qu'aller te comparer à un mec qui est déjà immense et tout le monde va te dire, ben non, moi je veux. Et de raconter, par exemple, sa propre histoire. Moi, j'avais peur de raconter mes propres histoires. Mon père diplomate, j'avais pas envie de raconter. Je me disais, les gens vont se dire, son père était diplomate, il n'a pas galéré, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de légitimité en tant Pas de qu'artiste. légitimité, pas de street crédibilité. De street crédibilité énorme. Et en fait, non, c'est mon histoire. Donc il y a moyen de la raconter avec subtilité et que ce soit généreux aussi et que les gens ne se disent pas et ils viennent se la péter ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis très fier que mon père ait été ambassadeur. Parce que lui, il a vécu à une époque, quand il était petit, une vie, on va dire, à la fin, juste avant la fin juste avant la colonisation. Mhm. Il est né dans les années 50, donc il a connu évidemment La transition, etc. la décolonisation, etc. Il me racontait qu'avec sa mère vendait du pain en ville, au centre de Kinshasa, et à 18h, elle devait quitter le centre-ville parce que c'était pas accessible, c'était plus accessible aux Congolais. C'était réservé aux coloniaux, donc il fallait sortir. D'accord. Et il me dit, je suis là avec ma mère qui vend du pain et qui traîne son petit dernier, enfin, c'était pas le dernier, mais qui traîne son fils comme ça. Et donc, forcément, qu'il devienne ambassadeur, c'est un parcours de vie énorme. Qui t'a inspiré? Ben oui. C'est une détermination, ouais, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu, qui a rien lâché, qui a toujours été ouvert aussi aux autres, et toujours une écoute. Écouter l'autre, c'est super important. Quand on est comédien, l'écoute, c'est vachement important. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'humour aussi, et voilà, donc il m'a beaucoup inspiré. Alors, au niveau des conseils, pour les jeunes qui veulent se lancer en tant qu'artiste, humoriste, etc., il y a d'autres choses qui te viennent encore à l'esprit? Un dernier point? Ouais, peut-être au niveau des conseils, il faut être le plus sincère possible, le plus généreux possible. Sincère, ça veut dire donne tout ce que tu as, quoi. Ne joue pas un rôle, sois toi-même et vas-y à fond. Moi, j'y vais à fond, quoi. Tu te donnes à fond quand tu veux? À fond. Attends. Et c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai fait des parodies dans l'émission qui s'appelle Le Grand Cactus, qui est sur la RTBF. J'ai fait des parodies et les gens me disent, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils te font faire? Ou jusqu'où tu vas? T'es fou. Je dis, ben ouais, mais ouais. Mais si je vais à moitié, je parle à personne. Donc autant y aller à fond. Oui, ça fait. Tu vois? Et puis je crois que les gens aussi sentent la voix de la vérité. Oui, je pense. Dans n'importe quel domaine. Ouais, c'est ça, dans le business, etc. On sent quand quelqu'un, il se donne. Même des escrocs. C'est-à-dire? Il y a des escrocs qui se donnent à fond et ça marche. Ils se donnent à fond, d'accord. Ok, donc ça c'était sur les conseils à faire. Ouais. Et maintenant, donc, les choses que tu as peut-être fait et après coup, tu te dis, bon, j'agissais de telle façon et je m'en rends compte que c'était pas forcément à faire. Peut-être de croire qu'on va t'attendre, etc. Je pense qu'il faut toujours proposer des choses. Il faut toujours proposer. Et parfois, on a l'impression que les choses vont nous arriver parce qu'on est prometteur. Non, les choses ne vont pas nous arriver. Mais bizarrement, tu vois, les erreurs, moi, je trouve que c'est utile. Je trouve qu'à l'école, on devrait nous apprendre l'échec comme une valeur importante pour réussir. Il faut connaître des obstacles et des échecs, à mon avis. Tu as connu, toi, des obstacles qui ont été nourrissants? Il faut en connaître pour pouvoir après passer au-dessus. D'accord. Je te parle, par exemple, ici, dans l'écriture d'un spectacle. Oui. Tu peux écrire des sketchs qui font des bides. C'est important. Oui. C'est important de se prendre des bides, des râteaux, pour comprendre, en fait, pour quelle raison c'était un bide. Parce qu'il faut pouvoir tirer
les leçons, évidemment, hein, de ton expérience. Ouais. Mais c'est important de se prendre des billes et se dire, ok, d'accord, ça je ne veux plus jamais connaître. Je vais retravailler ce truc et encore, jusqu'à ce que ça devienne un sketch qui fasse rire, quoi. Donc l'échec, c'est important. L'échec, c'est important. J'en suis convaincu aussi. Mais c'est important que les gens l'entendent parce que c'est vrai que voilà, tu incarnes ça, tu l'as expérimenté. Et donc, c'est en ayant beaucoup de sketchs très mauvais que finalement Cody est devenu très très bon. Et j'espère encore continuer à être mauvais de temps en temps. Pour pouvoir encore t'améliorer. Pour pouvoir encore m'améliorer. Parce Ok. que ce métier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ok. T'en as qui sont partis avant moi et qui se sont arrêtés. Allez-y, prenez les marches une à une s'il faut, mais allez jusqu'au bout, quoi. Ok. Il faut tenir le plus longtemps possible. Cody, demain, quels sont tes projets pour demain? Pour demain, maintenant j'ai monté ma boîte de prod, donc l'idée c'est de peut-être un jour de produire d'autres jeunes humoristes. D'accord. Ou artistes. Je suis en train d'écrire un film. Ok. Un long métrage. C'est un projet, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, on va le faire tranquillement. Des envies de projets télé aussi pour l'Afrique. C'est vrai? Parce que je fais beaucoup de choses aussi en Afrique. J'ai des ateliers avec des jeunes humoristes au Congo. Ah, c'est top ça. On m'a proposé de le faire au Burkina Faso en septembre. Ok. Donc voilà, je pense que le terrain de jeu, dans lequel j'aime évoluer, c'est la francophonie. C'est pas uniquement la Belgique, il y a la France, la Suisse et il y a l'Afrique, dans lequel il y a énormément de talent. Énormément de talent. Moi, je suis toujours fasciné. Et j'aimerais bien faire plus de collaborations Afrique-Europe, quoi. Je te l'ai expliqué, moi j'ai aussi un focus très fort sur l'Afrique. Ouais. Parce que je suis convaincu que nous, jeunes, ayant, disons, joui de certains privilèges ici en Europe, on a un certain niveau de réussite, toi, moi, et puis je crois que c'est un peu notre devoir aussi de rendre et de partager. Et on a une facilité peut-être que d'autres auront moins à servir de pont entre ces deux mondes. Vraiment servir de pont, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pas uniquement à leur apprendre ou quoi, c'est apprendre aussi bien sûr. de nos compatriotes, de nos camarades de l'autre côté. Ce qui est assez souvent surprenant, c'est comment avec des moyens rudimentaires, ils sont capables d'une ingéniosité, mais c'est juste hallucinant, quoi. Et quand on voit, moi, là, je t'expliquais que j'étais parti au Sénégal, et c'est fou comment certains jeunes, avec beaucoup moins de moyens que des jeunes ici, vont aller en profondeur dans certaines matières, alors qu'ils ont vraiment très peu de choses à leur disposition. Écoute, Cody, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ce que tu fais, parce que je trouve ça vachement intéressant. On ne se connaissait pas, tu m'as contacté comme ça, et je trouve ton initiative assez enrichissante. Écoute, donc continue. C'est gentil. Merci. Je tiens à fond. Ok, c'est top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je tiens également à remercier Stéphania qui m'aide à la réalisation de ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines interviews.